Bien, bonjour, merci Marie pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, j'étais parti sur, vous savez, un chanteur, Angelo Branduardi, dit chanter ceci, va où le vent te mène. Et je suis parti sur l'idée d'une présentation de, voilà, un petit peu quelques morceaux de ma thèse. Et puis finalement, en me levant, voyant le soleil, j'ai complètement tout modifié. Je dis, ben, on va axer sur, voilà, un petit peu un questionnement à l'intérieur même de ce que je voulais vous présenter. Alors, effectivement, ma thèse aborde plusieurs choses. Le jugement professoral au niveau de l'orientation des élèves en fin de troisième au prisme des CNA. Alors, CNA, on va faire un petit peu de révision terminologique, compétences en académique, c'est très simple. Euh, Jacques Derrida disait ceci, donc philosophe contemporain, Jacques Derrida disait ceci, que finalement, on a toujours la question avant la question. Euh, Essayer de commencer à se poser une question, c'est que de toute façon, au préalable, il y avait d'autres questions. Et ça pose le problème de finalement de l'incommensurabilité un petit peu de notre questionnement. À vrai dire, notre questionnement ne naît pas au moment où je pose déjà ma première question. Elle était introductive finalement, à rien du tout. Alors elle n'est pas ex nihilo justement. Il y a toujours d'autres questions au préalable. Et finalement, c'est ce qui m'intéressait à l'intérieur de cette présentation. Alors, ce travail de thèse, hein, on va quand même en faire une petite présentation ici. Voilà. Euh, L'idée, c'était d'essayer d'avoir l'amorce suivante, l'impact des CNA développés par les élèves donc, sur leur orientation. Vraiment, cet impact des compétences non académiques sur l'orientation des élèves. Alors, il y a une revue de littérature relativement abondante depuis ces 40 dernières années, entre autres à l'IREDU avec Marie Durubella, Alain Minga. Bon, on sait très bien que les caractéristiques objectives des élèves sont énormément prégnantes sur les carrières de ces élèves. Ceci dit, euh, si on essaie après de mettre de côté euh, ces caractéristiques objectives, on s'aperçoit, et en philosophie, on a souvent l'approche aussi de la subjectivité de l'individu. Et finalement, c'est ce qui m'intéressait, c'est-à-dire à la fois dans une démarche très positiviste, hein, avec une approche quantitative, d'avoir également aussi le regard de cette subjectivité. Donc, j'ai introduit à l'intérieur des caractéristiques, à l'intérieur de cette recherche, pardon, des caractéristiques subjectives. Une autre entrée, c'est celle du jugement professoral. Le jugement professoral, alors encore une fois, il ne se limite pas ici à la simple vision de dire il y a le jugement professoral évaluatif. Alors on a cette approche par Motier-Lopez et Halal, on a cette approche par Pierre Merle, bon voilà, il y a cette approche dans la dimension évaluative. Mais à vrai dire, le jugement professoral, c'est quelque chose qui en continue, comme professoral, mais à vrai dire, il est vraiment professionnel. Il s'exerce sur un temps qui n'est pas borné, qui n'est pas limité. Et c'est finalement ce qui est intéressant dans cette démarche. Euh, on va avancer ici. L'explication terminologique, je vous la donnais pour les compétences académiques. Je vous laisse découvrir pour le jugement professoral. Alors, cette définition de la fortune et halal reste intéressante. Toutefois, on peut expliquer qu'il y a toujours une distance. D'abord, on revient sur les compétences en académique. J'ai entendu souvent, et dans mon métier, je reste dans l'éducation voilà, nationale, dans mon métier, on parle souvent alors de plus en plus aujourd'hui, on parle de compétences en académique. Il y a une différence quand même avec les soft skills. Soft skills, c'est vraiment leur naissance. On a quelque chose qui vient vraiment du monde du travail. Depuis ces 20 dernières années, euh, le monde éducatif s'est approprié le terme de compétence depuis 2005 avec la naissance du S4C, du socle commun voilà, de compétences, et a développé les compétences dites académiques, puis à l'intérieur a commencé à introduire des modalités sur les compétences non académiques. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu l'absurdité de la chose. Des compétences non académiques qui rentrent dans un référentiel. À partir de là, elles ne sont plus non académiques. Sophie Morlet, en 2018, annonce que justement, ces compétences non académiques, on peut les raisonner toujours par l'absurde. C'est-à-dire, elles s'opposent justement à ce qu'est l'académique.
Et elle touche des dimensions, la dimension intra-individuelle et inter-individuelle. Ce qui fait que chercher à les borner, c'est pratiquement du monde de l'impossible. Voilà, elles sont infinitésimales, comme finalement chaque individu peut l'être. Le jugement professoral, je reviens sur la dimension du jugement professoral. Alors, cette définition de la fortunée halal me posait un petit problème, c'est qu'on limitait vraiment à la recherche de résultats. Or, le jugement professoral, comme je le disais tout à l'heure, il est en continu. Il ne s'arrête pas à un moment donné poser sur le papier un degré de maîtrise, l'évaluation finie d'un individu. C'est en continu. De là, on part sur voilà, la petite présentation maintenant de cette recherche. Alors, on aborde notre problématique qui était en termes de questions. Je disais tout à l'heure, les questions soulèvent d'autres questions. Il faut à un moment donné poser des questions de travail. Là, il y en avait plusieurs. La première se pose au regard des caractéristiques, donc je le disais, objectives et subjectives des élèves, et puis du jugement professoral. À partir du moment où j'adopte l'idée d'avoir une dimension objective, une dimension subjective, à la fois de l'élève et de l'enseignant, il y a quelque chose qui va se poser en termes de, comme le disait Raymond Boudon en 1995, une circularité. C'est en continu, ce n'est jamais fini. C'est-à-dire que une fois que un individu, une personne, j'aime pas le terme individu, une personne a posé un jugement, automatiquement, il va alimenter la réflexion de la personne qui est en face de lui, bon, par exemple l'évaluateur, qui lui-même alimentera son jugement par rapport à ce qu'il reçoit, ce qu'il perçoit, et sera perçu de nouveau d'une autre façon. Et c'est ce que Raymond Boudon dit en 1995 dans Le Juste et le Vrai. Il y a cette circularité entre les individus qui fait qu'à un moment donné, c'est difficile de dire ou de jouer un petit peu, vous savez, comme l'a fait Zénon de Hellé avec la problématique de la flèche. C'est sur le trajet de la flèche, c'est de faire plusieurs coupures, plusieurs photos, et à ce moment-là, on peut effectivement découper le jugement d'un individu et avoir à un moment T1, à un moment T2, etc., un jugement bien défini. Donc, à partir de là, nous avons consulté différentes approches, comme celle de Odile Camus, sur ce qu'elle appelle les CRS, les compétences relationnelles et sociales. On a pris également les travaux de Ali Rédu, de Jean-François Giré et Sophie Morlet, les travaux d'Agathe Fonky, de Denis Tavant sur voilà, toutes ces compétences académiques et qui ont bien sûr alimenté tout ce travail. On arrive à un moment donné à poser bien plusieurs choses, c'est qu'on va se retrouver avec des ensembles de compétences qu'il va falloir distinguer les uns des autres, ces ensembles de compétences, les distinguer, pour pouvoir justement définir dans quelle dimension notre jugement, le jugement de l'élève par l'auto-évaluation, le jugement professoral, donc le perçu, le percevant, à quel moment et dans quel cadre il se situe. Nous avons voulu décrire aussi les effets des compétences, je le disais, non académiques, sur l'orientation. C'est vraiment le but à un moment donné, c'est que l'orientation, on entend souvent dans les discours politiques, par exemple, on prend les territoires ruraux, on nous dit souvent, tiens, les jeunes ont des orientations très modestes par rapport aux urbains. Cette question, à vrai dire, elle n'est pas totalement anodine et on ne peut pas la résumer simplement à une idée de territoire. Encore une fois, en alimentant sur les travaux de Raymond Boudon avec la TCR, la théorie du choix rationnel, on sait très bien qu'il y a une rationalité de l'individu. Et cette rationalité, bien sûr, va s'éclairer au niveau du coût de bénéfice de chaque individu et puis alimenter ses choix. On ne peut pas dire donc que les choix sont modestes. Essayer de dire à un moment donné de façon institutionnelle, nous avons dans les territoires ruraux des choix modestes, c'est automatiquement disqualifier la rationalité de tel individu par rapport à tel autre. Donc ça pose justement cette question de comment je perçois l'autre en fonction de sa dimension territoriale, sa dimension donc intra-individuelle.
On a cherché à savoir, dans le fait de comment l'individu peut être perçu, ça nous ramenait, pour le dire autrement, hein, de façon un petit peu plus claire, je l'espère, essayer de comprendre l'identité narrative, ce que Paul Ricoeur appelle l'identité narrative. Hein. Chaque individu est constitué de plusieurs identités. La personne que je suis devant vous aujourd'hui n'est pas simplement doctorant à l'IREDU, il n'est pas simplement voilà, telle personne, il est une multiplicité de personnes et il va à chaque fois poser eh bien, ses choix, il va poser ses jugements, il va poser sa rationalité en fonction de l'identité dans laquelle il se positionne. Donc c'est un petit peu ce que Ricoeur nous dit, et en croisant ces différentes sphères éducatives, on pourrait se poser la question de savoir comment est-ce que ces compétences non académiques peuvent influencer le jugement professoral. Donc on a ici l'élève qui est perçu par l'enseignant, et d'un autre côté, avoir l'élève qui se sent perçu par l'enseignant et qui automatiquement, rejoint un petit peu les travaux de Bressou, de Pensu, l'élève cherche à essayer de calquer au modèle, ou en tout cas, vous savez, cet effet Pygmalion, j'essaie de calquer à l'idée, l'image qu'attend mon enseignant. Donc, je vais travailler sur ma personne. Un petit peu l'idée piagétienne, là, accommodation, régulation, et puis voilà, j'essaie de donner la bonne image. Alors, ce sera mon identité scolaire. Voilà. Et à partir de cette identité scolaire, ça pose la question, le chercheur qui arrive doit questionner non pas l'individu, parce que l'individu, ça ne voudrait plus rien dire, c'est-à-dire que j'ai automatiquement une individualisation, c'est-à-dire une procédure d'analyse, mais plutôt chercher l'individuation. Comment est-ce que telle personne arrive à placer son identité, réguler cette identité et ses jugements par rapport à son enseignant. Donc on se trouve un petit peu, encore une fois, je reviens, dans cette circularité boudonienne. On avance. On a ici, hop, je vous propose un petit peu le corpus hein, sur lequel je me suis appuyé pour pouvoir travailler. Alors, il est bien sûr non exhaustif. Il y a beaucoup d'autres travaux qui m'ont servi, beaucoup d'échanges à l'intérieur aussi du laboratoire auquel j'appartiens, puisque ma directrice Sophie Morlet travaille sur ce domaine-là. Et elle encadre des doctorants qui travaillent là-dessus également, et qui ont travaillé là-dessus. Et donc, c'était très intéressant de pouvoir échanger et de voir sur différents niveaux, puisque d'autres collègues ont travaillé. Par exemple, je citais tout à l'heure Denis Tavant et Agathe Fankin, qui ont travaillé au niveau de l'élémentaire, du primaire, et puis d'autres personnes qui ont travaillé au niveau de l'université. Et finalement, la question que des fois dans nos échanges, c'était un petit peu d'essayer de savoir, mais est-ce que ces compétences non académiques peut être quelque chose de réellement transversal sur un parcours, une carrière scolaire? Là, c'est bon, question, hein, on ne va pas y répondre aujourd'hui, vous vous en doutez bien, mais c'est une question qui est intéressante parce que justement, elle pose ce jugement encore de l'individu qui, parmi vous, pourrait, de façon très affirmative et sans bouger, dire bah, je suis le même depuis que j'ai commencé en CM1, CM2, etc., etc., tout au long de son passage. Bon, très difficile. Donc, heureusement finalement que l'individu, la personne, n'est pas quelque chose de monolithique. Nous changeons. Et nous changeons même au quotidien et avec de tas de variabilités. C'est vraiment ce qui m'intéressait au cœur de ce travail de thèse. Proposer donc un premier focus sur le travail là, que je vais vous présenter. Donc, on revient, est-ce que des relations entre CNA, donc c'est-à-dire ici comment l'élève est perçu par l'enseignant, et de l'autre côté, celui qui est percevant, hein, l'élève, par rapport à son auto-évaluation. Donc, il y avait
On verra tout à l'heure, au niveau de la méthodologie, il y avait des questions, tout un questionnaire qui était posé, et puis on avait à peu près, de façon plus ou moins sensiblement les mêmes, des questions au niveau de l'enseignant, des professeurs principaux, et au niveau des élèves. L'idée derrière, c'était de confronter après l'évaluation. L'évaluation, encore une fois, je le prends au sens large, hein. N'attendez pas l'évaluation au sens de la note appliquée. Voilà, c'est vraiment le jugement professoral. L'évaluation donc des CNA par les professeurs principaux et l'auto-évaluation de l'élève. Est-ce que des liens statistiques pouvaient être établis, c'est-à-dire la façon dont je perçois un individu et la façon dont l'individu se perçoit, est-ce que statistiquement on pouvait établir des liens? Donc ça, c'était ce qui animait voilà, ce premier angle d'attaque. Un second focus, c'était donc de voir vraiment l'impact de ces compétences non académiques sur l'orientation des élèves. Je reviens sur les caractéristiques objectives. On sait que filles, garçons ne s'orientent pas de la même façon. En 2022, et oui, en 2022, on continue de voir que l'orientation reste genrée. Ça, ce sont pour des caractéristiques objectives. Question, est-ce que des caractéristiques subjectives, la façon dont se perçoit l'individu, est-ce qu'il n'y a que la représentation sociale qui vient alimenter chacun d'entre nous? Est-ce que l'individu se détermine par rapport à cette représentation ou, à l'intérieur de lui-même, il a quand même des vœux, il tente d'exprimer quelque chose? Donc, voilà, c'était vraiment ce qui était intéressant, c'était de savoir si, en dehors de l'objectivité, au niveau de la subjectivité, une influence se posait sur les choix d'orientation. Nous avons deux axes à ce moment-là. On verra tout à l'heure, juste après, sur la diapo qui suit, deux axes. L'orientation, elle se passe de deux façons. Il y a, le choix de l'élève et de la famille. On sait très bien que à ce niveau-là, on est, je vous le rappelle, hein, par rapport au sujet introductif, la diapo introductive, nous sommes sur des élèves de troisième. On sait très bien qu'à ce niveau-là, l'orientation des élèves de troisième se fait avec la famille. Donc, il y a un choix d'orientation, il y a une décision d'orientation. Et je vous le disais, le jugement professoral a également son impact. Je rappelle la circularité au début entre l'élève et l'enseignant. Donc, est-ce qu'on va retrouver ces compétences non académiques qui vont peser davantage sur la décision, qui vont peser davantage sur le choix, ou de façon identique, voire totalement opposée, pèseront sur l'un et sur l'autre? Voilà, c'était un petit peu aussi le deuxième angle d'attaque. Alors, je vous le disais, un petit schéma qui rappelle voilà, le cadre général hein, de ce travail de thèse, hein, le jugement professoral avec caractéristiques subjectives, objectives de l'élève. Petite précision, la flèche en bleu indique simplement cette circularité. Donc caractéristiques objectives, subjectives de l'élève, jugement professoral, compétences non académiques de l'élève. On a donc cette circularité. Petite précision, le travail était énorme. On est tenu par un temps dans un parcours de thèse, donc il était évident qu'on ne peut pas tout couvrir. Avec ma directrice, nous avons choisi de rester un petit peu focus sur le sens caractéristique objective jugement professoral et non pas redescendre jugement professoral caractéristique des élèves. Objectif. Bon, voilà. C'est un choix. Encore une fois, nous plaçons des choix. Je rappelle ce que j'ai dit en m'appuyant sur Jacques Derrida. Il y a toujours la question qui vient alimenter les autres questions. C'est un positionnement épistémologique, comme nous allons le voir un petit peu plus tard. Alors, est-ce que je peux descendre là, comme ça? Oui. De ce qui précède, donc, automatiquement, on pose des hypothèses. On va les voir juste après, mais on commence à avoir, hein, on démarre notre travail, on a construit notre corpus, voilà, on a fait des lectures, on a eu des échanges, et à partir de là, on commence un petit peu à poser les choses. Chaque chercheur, et dixit Pierre Merle, et évidemment, il n'est pas le chercheur n'est pas quelqu'un de voilà de lobotomisé. C'est pas quelqu'un qui est anodin dans sa recherche. Bien sûr qu'il vient avec
une intention, en tout cas une intentionnalité qui est au départ. Je rappelle que les questions ne sont pas ex nihilo, elles n'apparaissent pas comme ça dans le vide. Donc le chercheur arrive avec ces questions. Il y a une imposition de façon qui... Alors évidemment, l'idée dans la démarche positiviste, c'est de confirmer, infirmer. Voilà. Ce que je souhaitais avoir, on le verra tout à l'heure au niveau de la méthodologie, c'était de garder l'aspect certes positiviste, je suis dans une démarche quantitative, mais de garder également un autre paradigme, celui de l'interprétatif. Et sans évacuer, et ça j'y tenais réellement, sans évacuer la position du doctorant, hein, du chercheur en herbe qui arrive derrière et qui automatiquement influence son regard. Vous rentrez dans une classe, vous observez, certes, vous avez des questionnaires, mais vous observez également, et hop, je reviens à cette circularité, et vous alimentez comme ça votre travail. Il ne naît pas de façon magique, comme ça, ce travail. Il est alimenté, nous sommes nous-mêmes une personne au cœur de notre travail. Donc, je ne voulais pas évacuer ce positionnement. Le jugement professoral et les caractéristiques objectives subjectives de l'élève, nous disions, constituent des variables explicatives du choix, donc élève, et de la proposition, PP d'orientation, par l'effet médiateur des CNA. On reviendra un petit peu plus tard là-dessus. À partir de là, les questions, c'est bien beau. À un moment donné, voilà, il faut poser un petit peu les hypothèses, on va rentrer dans le travail. Voilà, c'est bien beau. On a fini un petit peu de phosphorer. Il faut mettre tout ça au clair. Et puis, on a le directeur, la directrice qui regarde la montre. Donc, on arrive. Les caractéristiques de l'élève, je vous laisse découvrir. On avait un petit peu un ensemble de... 6 hypothèses. Bon, les 2 dernières, hein, je vous l'ai expliqué, elles appartiennent un petit peu à la même dimension, celle de l'orientation. Donc, on reste sur quelque chose qui est similaire. Je ne les ai pas distinguées entre 5, 6. J'ai laissé une hypothèse 5 que j'ai simplement nuancée. Voilà. Encore une fois, choix et décision d'orientation. Je vous disais, il faut travailler sur quelque chose. Ma directrice, qui est Sophie Morlet, disait, donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, en 2018, elle posait la question déjà, d'accord, il faut raisonner par l'absurde. Compétences académiques, compétences non académiques, obligé. De toute façon, les choses sont souvent dichotomiques, même si après on essaie d'installer un neutre au milieu, mais elles sont d'abord dichotomiques. Et c'est ce qui permet après d'installer le neutre. S'il y a oui, il y a non, c'est comme ça. Et puis au milieu, comme diraient les Normands, mais peut-être. Bon, à partir de là, il fallait trouver aussi un ensemble de compétences sur lesquelles travailler et pas noyer notre travail, trop le diluer. Voilà, le diluer, c'était un risque de se perdre. Ce que vous avez compris en m'écoutant et passant d'une diapo à l'autre, que je fais relativement facilement me perdre. Donc, je choisis 3 grands axes de compétences académiques, des compétences relationnelles, je vous laisse lire les chercheurs sur lesquels je me suis appuyé, des compétences émotionnelles, alors principalement à travers les travaux de l'école de Chicago, et donc Bénédicte Gendron, et les compétences vocationnelles. Je me suis énormément servi des compétences, des approches qui sont entre autres l'école orientante en Belgique, bon voilà, ce que fait Marc Demeuse et puis Kansit, ou voilà, bon, c'était des choses qui m'intéressaient énormément. Très intéressant, je vous invite vraiment à découvrir, c'est passionnant, et honnêtement, ça, voilà, si un jour vous trouvez face à un public de jeunes, hein, et vous êtes dans le corps enseignant, vraiment, l'école orientante est quelque chose de très intéressant, et on va remettre un petit peu en question notre modèle français où finalement le choix est quelque chose un peu d'illusoire. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse, sinon je vais me perdre. Je vous l'ai dit juste avant. Une fois que j'avais posé ce trait, hop, on revient ici. Je vous le disais tout à l'heure, il faut se positionner. Et c'est la question épistémologique. J'avais dit, on a fini avec les questions. Non, derrière arrive, il faut se positionner épistémologiquement, sinon il y aura quelque chose de pas clair. Pourquoi je fais tel choix? Il faut que j'y réponde. Je fais tel choix par rapport à tel positionnement. Donc,
pour moi, il était important de préciser le pourquoi je vais opérer tel choix et pourquoi, à un moment donné, je vais choisir tel paradigme par rapport à tel autre. Je vous l'ai dit, j'ai fait un choix paradigmatique qui était relativement, pour moi, clair. Je ne voulais pas laisser uniquement déborder l'aspect positiviste quantitatif de cette recherche en évacuant les individus. Donc, les individus, il me fallait ce paradigme interprétatif pour pouvoir, les paradigmes qu'on utilise beaucoup en philosophie ou en sociologie aussi, et qui me permettaient vraiment d'écouter la rationalisation à un moment de l'individu. Suite à ce questionnement épistémologique, on en vient au fait de commencer à construire un petit peu nos différents modèles. Dans les choix paradigmatiques, évidemment, il y a le choix, donc je vous l'ai dit, positiviste. On rentre sur le modèle, je ne vais pas vous lire la diapo, voilà, les modèles, donc vraiment des processus produits très utilisés dans les sciences de l'éducation, entre autres, et surtout de ce qui concerne les relations maître-élève. Et puis, un effet, alors je me suis appuyé sur les travaux de Sophie Morley, avec un effet médiateur qui me semble important à souligner. J'avais ainsi donc soit le fait d'avoir les croyances, représentations, vous voyez, je prends des précautions en posant mes caractéristiques individuelles de l'élève, je ne m'arrête pas que sur les caractéristiques objectives. Donc, des croyances, représentations, un jugement professoral, avec un effet direct sur pardon, l'orientation des élèves, choix, décision, voilà. De passer également, et de voir, dans un autre temps, si l'effet médiateur des CNA, donc on a une médiation partielle, l'effet médiateur des CNA joue réellement, modifie à la marge ou de façon très significative la position des élèves. En tout cas, la position au niveau du choix et la position des enseignants au niveau de la décision. Petite difficulté, il faut faire des choix, je le disais tout à l'heure, donc je ne vais pas le répéter sans arrêt. Ces choix passent aussi par qui enquêter. Bon, évidemment, les élèves, bon, ils étaient au cœur du travail de thèse, tout va bien. Les enseignants, c'est une équipe pédagogique. Je parle du collège, vous vous rappelez, je parle du collège. Devoir intégrer tous les enseignants, donner trop de variabilité au travail, et des tensions même, vous voyez, comme quand on est dans le jugement professoral. Je rappelle quand même qu'a été mis à jour que c'est Pierre Merle qui avait fait ça, sur le jugement évaluatif de l'enseignant. 20% de cette évaluation s'appuie sur de l'académique. C'est-à-dire qu'il y a 80% à peu près, pour faire simple, je vous fais une tranche, 80% qui appartient au non-académique. Dans le jugement professoral, Pierre Merle dit ceci, et on l'entend, verbatim de conseil de classe. Ouais, mais bon, je lui ai mis des bonnes notes. Il est mignon, il est gentil. Oh, le pauvre, quand même, on ne peut pas lui faire ça. Bon, voyez, c'est très, voilà. Vraiment, on sent l'appui de l'académique, là. On sent vraiment le. Mais ça fait partie du travail de l'enseignant. Heureusement, finalement, et j'enlève, hop, la casquette là du doctorant, mais la casquette professionnelle. Heureusement, finalement, que l'enseignant fonctionne comme ça, qu'il y a une humanité derrière tout ça. Sinon, ce serait le logiciel qui viendrait remplacer l'enseignant, et puis hop, la gare de triage serait beaucoup plus rapide. On revient un petit peu sur les modèles. Donc, on a ce modèle positiviste, et puis je vous l'ai dit, d'autres modèles, celui de l'interprétation qui se situe, lui, dans le paradigme de l'écologie de la classe. L'écologie de la classe, alors, c'est vraiment un lieu, c'est un contexte pour les apprentissages, un contexte également pour, pas uniquement les apprentissages, la socialisation. On entend beaucoup dans ce milieu éducatif, la socialisation. La socialisation, elle se construit certes entre pairs, elle se construit par rapport
aux adultes qui sont face à nous, pas toujours l'enseignant, il n'y a pas que l'enseignant qui rentre dans cette classe. Donc, il y a ces échanges et cette socialisation, cette construction. Kant disait que finalement l'éducation, c'est ni plus ni moins que l'accompagnement d'une vieille génération, de la vieille génération pour accompagner la plus jeune. Bon, on est vraiment là-dedans. Au collège, alors, en primaire, bien sûr, il y a des apprentissages fondamentaux, on en parle souvent, mais finalement, sur le fronton de ce ministère est marqué éducation nationale. Ça fait longtemps que n'est plus marqué instruction. Et éducation, au sens le plus profond, étymologique, j'ai envie de dire, c'est cet accompagnement. Voilà. Accompagner, finalement, étymologiquement, ça veut dire ça, accompagner l'élève. Et finalement, la discipline ne deviendrait qu'un vecteur. Il est illusoire de croire, là aussi, que la discipline ne serait qu'un vecteur. La discipline porte beaucoup de choses. Elle porte en elle-même déjà, je vous le montrerai tout à l'heure, elle porte tout un ensemble de représentations sociales. La discipline, transmise par l'enseignant, est un moyen de pression également. Il y a une espèce de notoriété. Enseigner les mathématiques. Un petit peu moins les arts plastiques et la musique. D'accord. Bon, c'est comme ça. Et voilà, il y a une hiérarchie qui se crée. Désolée, je vais couper juste un peu pour dire qu'il reste 10 minutes pour présenter. Mais j'aime bien, Marie, j'aime bien être comme ça au taquet. Donc, effectivement, l'idée vraiment derrière, c'est, voyez, finalement, avec ces disciplines, avec ces personnes au milieu de ça, on a toujours de la représentation à foison. On en vient directement un petit peu de méthodo quand même pour donner, voilà, la recherche, voilà, elle s'est positionnée sur 2 académies ici en Bourgogne, donc l'Académie de Dijon, Aix-Marseille. Donc 23 EPLE, je vous donne un établissement public locaux d'enseignement, 56 PP, PP ce sont les profs principaux, il fallait faire des choix, encore une fois, et puis 1285 élèves de 3e. Des questionnaires, on avait questionnaire élèves, on cherchait donc à connaître ces fameuses caractéristiques objectives, et puis une deuxième partie sur les caractéristiques objectives, l'élève, comment je me perçois. Voilà. Et puis le questionnaire enseignant, donc lui aussi en 2 parties, caractéristiques personnelles de l'enseignant, son positionnement professionnel, et puis le jugement professionnel de l'enseignant, le jugement professoral de l'enseignant au regard des CNA de l'élève. Alors, je vous le disais très rapidement, des représentations sociales. Vous en avez une première là, les chefs de PLE, les chefs d'établissement. Les chefs de PLE, 65%, quelque chose près, sont des hommes. Représentation sociale. On entend verbatim d'échanges là-dessus. Ah oui, je préfère que ce soit un chef d'établissement. Un homme, quand même, il a plus de poigne, il tiendra mieux les élèves, il tient mieux les équipes, voilà, qu'une femme. 34% de chefs d'établissement femmes. Alors ça, certes, c'est mon échantillon, qui est très proche de ce qui est donné au niveau national, les résultats de l'ADEME. On retrouve, là aussi, pareil, vous voyez, cette distinction homme-femme. Alors là, c'est au niveau des PP. Et regardez, ce qui est très intéressant, vous voyez, encore une fois, ces représentations, ces jugements que l'on oppose. Si vous regardez, nous avons 53% de femmes, 46% d'hommes. Et regardez, la distinction se pose vraiment après au niveau des disciplines littéraires. Hop, on retrouve des femmes. Et puis, beaucoup moins d'hommes. Ça, son importance, encore une fois, sur l'impact que ça a. Je vous le disais tout à l'heure, ces échanges dans cette écologie de la classe, les représentations que ça donne. Au niveau du nombre d'années d'enseignement, vous voyez que on a un panel qui était assez large pour notre recherche. C'était très intéressant justement de faire cette distinction jeune-vieux. Hein. On est un petit peu dans le jeunisme et puis pratiquement à la limite de l'EHPAD. Donc voilà, c'était intéressant de jouer là-dessus. On a au niveau des enseignants, merci Marie. On a au niveau des enseignants, j'avais dit que je restais nature, Marie. Au niveau des enseignants, différents passages. Alors j'ai lu il y a 2 jours de ça un article qui m'a fait plaisir parce que, alors c'est dans le Café Pédagogique, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui disait que finalement la formation enseignante ne passe pas tant que ça par, alors les ex-IUFM là, c'est aujourd'hui les MEF, le parcours MEF, ne passe pas tant que ça par le parcours MEF. Surtout dans le secondaire, finalement, ils ne sont que 41% à passer par ce
parcours MEF. Vous voyez, donc, voilà. On continue sur rapidement. Bon, là, je donnais un petit peu sur cet échantillon le rapport filles-garçons. C'était intéressant de voir justement côté genré, là aussi. Les CSP des parents, on sait très bien que la CSP, justement, en termes d'objectivité, on parlait de caractéristiques objectives, eh ben, ça a son impact. Et vous allez voir que oui. Et voilà, les questions, je ne reviens pas dessus, hein, je vous les ai déjà données. Premier petit focus que j'ai posé, caractéristiques de l'élève, influe sur le jugement professoral. Alors, l'idée, c'était de voir s'il y avait une corrélation entre donc, ce jugement professoral. J'avais construit une CPE, compétences professionnelles estimées de l'enseignant, la façon dont voilà, il se positionne en tant qu'enseignant sur ce qu'il a à passer dans ses cours de façon son référentiel professionnel. On voit que la corrélation est très forte, surtout quand il essaie d'identifier ça au niveau filles-garçons. C'est 3 données, performance scolaire, comportement, investissement. La performance scolaire, la distinction, la façon dont l'enseignant perçoit ses élèves, filles, garçons, très forte. Et puis pareil aussi pour l'investissement scolaire. On retrouve ça, je ne veux pas vous les présenter, on va aller très vite. On retrouve ça aussi sur, alors filles, garçons, on retrouve ça également sur les CSP. Automatiquement, vous avez 69% d'élèves qui sont pardon, ça c'était c'est très bourdieusien, c'est pas mon propos, qui appartiennent à la CSP ouvrier, employé, ouvrier, 69% qui sont classés, en tout cas perçus comme très désagréables. Alors que, par exemple, côté élève très désagréable et côté très agréable, ben, on en a beaucoup moins. Ils sont plus que 19% de mémoire. Je vous donne ça. La significativité au niveau des caractéristiques objectives, genre âge, vous pouvez voir que tout ce qui est performance scolaire, c'est toujours très significatif. 3 petites étoiles, pour toujours pareil, le plafond à alpha 5%, toujours très significatif. Et puis, on voit que le comportement scolaire l'est, lui, beaucoup moins. Petit focus sur l'hypothèse 3, donc c'est un petit rappel, jugement professoral et les effets des CNA sur les effets, pardon, sur les CNA de l'élève, les effets sur les CNA de l'élève. On voit que ça va jouer, ce jugement professoral, il va jouer très fortement sur l'estime scolaire, il fallait s'en douter, sur la coopération, collaboration, etc. Et puis, d'autres compétences, l'appétence scolaire, la maturité vocationnelle, un groupe, donc ce groupe j'ai intitulé compétences vocationnelles de l'élève. Pardon, ici, il y avait donc, pour ce temps-là, je voulais m'arrêter vraiment sur l'idée que ces compétences, collaboration, altruisme, empathie, étaient à chaque fois les plus significatives. Donc j'ai voulu les garder pour vous présenter quelques résultats. Très vite, encore une fois, on voit que finalement, quand on regarde, est-ce qu'il y a un lien de corrélation entre la façon de percevoir les CNA de l'élève, c'est le PP, hein, l'enseignant, et l'autoperception de l'élève, est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? On voit que voilà, la coopération, collaboration n'est pas du tout, significative. L'altruisme l'est un petit peu plus. L'empathie l'est très fortement. Alors, bizarrement, si je vous pose la question, est-ce que les enseignants voient les filles plus empathiques que les garçons? Vous risquez de me dire oui, automatiquement. Et naturellement, vous allez le faire. Eh bien, oui, c'est une évidence parce qu'encore une fois, c'est pas toute une partie de l'analyse des travaux, mais oui, c'est ces représentations sociologiques, enfin, vraiment cette socialisation qui influence, encore une fois, cette circularité à l'intérieur de la classe. La classe n'est pas finalement l'école telle qu'on veut le croire et telle qu'on l'annonce, n'est pas un lieu fermé. C'est un lieu qui est poreux. Je reprends l'expression de Jean-François Giré, 2016, finalement, ces compétences non académiques par rapport à l'académique, eh bien, il y a une espèce de paroi poreuse entre les deux. Finalement, rien n'est arrêté, il n'y a pas de filtre. Voilà. Allez, vite fait pour finir et pour le plaisir, parce que je suis sûr que ça vous passionne, quelques résultats.
l'élève perçu par le PP au regard du genre, je vous le disais, et, versus comment l'élève se perçoit. Vous avez d'un côté donc l'élève, hop, je ne me trompe pas de côté, oui c'est ça, très bien, bien vu. L'élève percevant ses CNA, donc vous avez voilà quelques données ici. Alors l'élève se perçoit toujours très altruiste et vous voyez que ce sont je vous le donne, hein, je n'ai pas mis les résultats, mais ce sont les filles qui se perçoivent beaucoup plus altruistes que les garçons. Pour l'empathie également, et puis voilà, toujours pareil. Quand on regarde la façon dont les enseignants perçoivent, c'est un petit peu moins fort, mais ça reste également significatif à ce niveau-là. Si on prend une autre variable, par exemple, celle-ci, on l'a fait, oui, c'est, pardon, là, voilà, c'était au regard du genre. Là, maintenant, on le fait au regard du retard scolaire. Toujours pareil, versus je perçois, je suis perçu. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, évidemment, il fallait s'en douter, mais c'est très fort. Le parcours scolaire, question de l'effet Pygmalion finalement, qui revient sans cesse. Ben oui, les non-redoublants, d'un coup, se sentent beaucoup plus tournés vers l'appétence scolaire, vers voilà, c'est le champ de la performance scolaire que le sont les redoublants. Bon, il y a à questionner justement ces échanges à l'intérieur de la classe, les représentations que nous avons. L'élève perçu par le PP au regard donc de l'âge, hein, au regard de l'âge scolaire, n'importe quoi. VS, comment il se perçoit. Alors, bien sûr, c'est l'âge scolaire, évidemment, bon, je voulais interpréter par l'âge de l'élève au moment de sa scolarité en classe de 3e. On a mis 2 catégories, sinon on pose des trop grandes variabilités. Les moins de 14 ans, 14 ans et moins, et 15 ans et plus. Et bien là, et c'est même rassurant, je termine avec cette diapo, c'était rassurant, c'est-à-dire que finalement, quand on regarde, hop, on va regarder le côté enseignant. L'enseignant, l'âge de l'élève, ça le touche peu. Alors pourquoi je dis c'est rassurant? C'est parce que finalement, l'enseignant ne regarde pas l'élève par rapport à son âge, il doit être dans cette catégorie d'âge où il ne doit pas l'être. Pourquoi je dis ça? C'est parce que l'institution elle-même, et quand on parle avec les chefs d'établissement, bon, il y a tout un travail préparatoire à tout ça, évidemment, catégorise énormément. On fonctionne en tranche d'âge. Voilà. Et finalement, l'enseignant, lui, à l'intérieur de sa classe, ce n'est pas une variable qui retient l'âge de l'élève. Alors je dis c'est rassurant, puis d'un coup, vous avez vu, juste auparavant, je vous disais qu'il y a des distinctions filles-garçons. C'est beaucoup moins rassurant, là. Hein. Bon. Mais j'ai essayé de me dire, comme c'est la dernière diapo, la dernière slide, on aime bien dire, on va finir avec une note positive. Voilà. Et j'espère que cette note positive était agréable. Et je vous remercie pour votre écoute. J'ai tenu les délais, Marie. Merci beaucoup, madame. Un vrai marathon. Non, mais très belle présentation. On aurait eu envie de vous écouter, mais on a. Voilà. Eh ben, écoutez, je reste. Non, malheureusement, on doit respecter un peu. Voilà, on va laisser la place à. Est-ce que non, je demande d'abord s'il y a quelques questions avant de laisser la place à la. Non, je suis sûr que non. Non. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation? J'ai pas belle la vie. Beethoven, le micro. Chers camarades, je vous écoute. Ok, merci Marie. Je disais que c'était une question. Je ne sais pas si c'est vraiment une question. En fait, vous avez parlé des compétences académiques et non académiques, n'est-ce pas? Donc, dans le cadre des éléments pris en compte pour porter un jugement sur les compétences peut-être de l'élève. En fait, je me demande, dans le cadre donc, des données que vous insérez dans vos analyses, comment vous arriviez à concilier les deux, puisque si peut-être au niveau des compétences académiques, cela paraît plus normatif, c'est peut-être beaucoup plus disponible ou beaucoup plus catégorisé, vous pouvez peut-être aisément les avoir, mais au niveau des compétences non académiques qui ne sont pas limitées dans le cadre académique, comment vous faites pour, je sais pas, entrer en possession des telles variables, en fait, comment vous pour insérer ces appréhensions dans le cadre de vos études? Tout à fait. Alors,
compétences académiques, je ne les ai pas prises en compte, hein, puisqu'il y a foison de travaux, hein, je veux dire, voilà, sur les compétences académiques. Encore une fois, compétences académiques, c'est le référentiel, ni plus ni moins. Il y a un référentiel académique qu'on appelle le socle commun de compétences de culture. Voilà, bon. Donc, bon, il y a des travaux. L'idée, c'était de prendre non académique. Encore une fois, l'idée, par rapport à la discussion avec ma directrice, c'était de dire, raisonnons sur justement cet absurde, voilà, et opposons à académique, ben, on va opposer justement ce qui n'est pas dans ce référentiel. Là où j'essaie, permet d'interpréter votre question, c'est comment à un moment donné faire émerger finalement quelque chose qui n'est pas académique. Oui. C'est peut-être toute la difficulté, c'est-à-dire que l'académique, bon, à la limite, savoir lire, savoir écrire, savoir compter, savoir, bon, d'accord, c'est relativement, quoique, on pourra en discuter des heures, mais bon, oui, c'est relativement, on va dire, faisable. Maintenant, le non-académique, c'est beaucoup plus difficile puisqu'on va parler d'une invisibilité. Mais cette invisibilité, il y a eu des travaux, encore une fois, je ne pars pas de rien, je me suis nourri de travaux à l'IREDU qui étaient disponibles, et puis d'autres, bien sûr, d'autres personnes. Je parlais de Camus, je parlais de Géraldine André, je parlais, bon, bref, nombreuses personnes. Il y a des façons aussi, il y a possibilité par un questionnaire de pouvoir savoir si on évalue réellement de l'académique ou du non-académique. Si vous, par exemple, vous rentrez par le prisme de l'émotion des relations dans vos questions, automatiquement on s'éloigne de l'académique. À un moment donné, dans la performance scolaire, si les émotions interviennent, on n'est plus dans une évaluation stricto sensu académique. On s'en éloigne. Donc c'est là que c'est intéressant. Après, c'est de connaître quel est le degré, hein, quelle proportion ça prend par rapport à l'académique. Je disais tout à l'heure que certains travaux ont mis à jour, voilà, c'est du 4/5 pour faire simple, en termes de ratio. Donc c'est assez impressionnant quand même. C'est pas rien. Je crois qu'on est réellement... je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je pense que si ça fait quand même maintenant aujourd'hui à peu près une quinzaine d'années qu'il y a des travaux qui naissent sur les compétences académiques, pour en avoir discuté récemment, il n'y a pas longtemps, avec ma directrice, je crois que c'est un champ de recherche. D'ailleurs, on parle beaucoup, c'est Tadei Ali qui appelle ça les compétences du 21e siècle. L'éducation nationale s'est emparée de cette terminologie. On parle beaucoup de compétences un petit peu de ce genre, où finalement, de plus en plus, on va s'éloigner de l'académique. Alors, ça pose une question. C'est-à-dire que si ces compétences du 21e rentrent d'un coup dans un référentiel, vous me voyez venir, elles ne seront plus non académiques. Voilà. Il faudra alimenter par autre chose. C'est un petit peu un cercle vertueux finalement. On s'aperçoit que d'autres compétences, on était resté sur des compétences, lire, écrire, compter. On a commencé à élargir. Tiens, la socialisation, c'est important. Les relations à l'intérieur, c'est important. Certaines compétences sont rentrées en ce sens. Des compétences même d'autres niveaux. Savoir nager, par exemple, qui est une compétence que vous retrouvez dans le socle, dans le référentiel, vous retrouvez. Donc, vous voyez, ça s'élargit. Mais ça s'élargit parce que, justement, notre société évolue, grandit, il y a ces interactions. Et l'école, Alain disait, le philosophe disait que, finalement, ce n'est pas un lieu fermé, c'est finalement ni plus ni moins que la reproduction micro de quelque chose qui est macro. C'est ça, l'école. Et je reprends encore une fois ce terme de Jean-François Giré, ce sont des murs poreux finalement. Voilà. Ce qui se passe dans cette macro, on le retrouve dans la micro. Et donc ces compétences finiront par rentrer. Alors certes, d'autres apparaîtront. Je parlais de circularité boudonienne, on le retrouve. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, plus ou moins, parce que justement, moi, je me posais la question, comment faire pour associer, comment on arrive à associer l'invisible au visible.
Oui, au moins, il faudrait peut-être plus pas sortir peut-être de cette catégorisation de ces compétences et directement les classer dans le cadre des compétences peut-être désormais académiques, je ne sais pas, mais parce que je pense que ça pose un vrai ça pose un danger je ne sais pas où, c'est une vraie question de comment on se demande comment peut-on arriver à associer dans le cadre voilà, d'une étude ou dans le cadre d'une recherche des compétences considérées comme invisibles aux compétences visibles ou comme associées de l'invisible au visible. Et donc, il n'y a pas, peut-être qu'il faudra naturellement, comme vous avez dit, peut-être avec le temps, euh, partir du principe que ces compétences ne seront plus considérées comme autrefois comme des compétences non académiques et peut-être les transposer directement dans le cadre voilà, des compétences du même ordre que des compétences académiques. Voilà, parce que, Juste pour vous répondre, c'est un débat qui est ancien quand même. Hein. Perrenou en 1999, Marie Durubella par la suite, Forquin en 2008. Enfin, c'est quelque chose qui touche à la fois la sociologie de l'école, mais qui touche la philosophie aussi de l'éducation. On parle beaucoup en sociologie de l'éducation de curriculum formel, de curriculum caché. Bon, on rentre déjà, c'est-à-dire que cet invisible et ce visible existent. De toute façon, ils sont présents depuis longtemps. Depuis longtemps, cet invisible et ce visible est présent. Finalement, ce qu'essaie de faire la recherche à travers les compétences non académiques, j'ose espérer y participer un petit peu, c'est bon, de faire apparaître cette part d'invisible. On peut chercher par certains leviers à faire apparaître leur impact, leurs effets sur les relations et puis peut-être d'autres impacts, comme par exemple ici l'orientation scolaire. Mais encore une fois, c'est un petit peu le tombeau des Danaïdes de toute façon, parce que une fois que celles-ci seront rentrées dans les compétences académiques, franchement, je peux dire, je suis pratiquement certain que d'ici une dizaine d'années, on verra certaines compétences émotionnelles, ça existe déjà, je crois, rentrer dans ce référentiel. De toute façon, il y en aura d'autres qui apparaîtront. Et si vous prenez, on va pas faire l'histoire là, non, on va pas faire l'histoire de l'éducation, mais si on prend par exemple depuis la philosophie de l'éducation avec Olivier Reboul a déjà abordé un petit peu ces problématiques. Si on prend l'école depuis l'école du Palais de Charlemagne et jusqu'à aujourd'hui, l'école change, et heureusement qu'elle change, c'est-à-dire qu'elle vit, elle se nourrit à la fois des valeurs qu'elle souhaite transmettre qui sont purement académiques, ce que l'école, au sens régalien du terme, pense devoir transmettre. Mais regardez le discours en lui-même, la façon de s'exprimer, la façon de faire des choix aussi scolaires. Ils sont immédiatement impactés par ce qu'est la société. Et cette société, de toute façon, a sa part d'invisible. Et c'est ce qui nourrit sans cesse l'un et l'autre, même si on peut voir finalement, bon, c'est encore une fois la société qui alimente évidemment beaucoup plus l'école. Je regarde les gros yeux de Marie, je me dis que je vais mettre un point final. ça marche. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci Dominique. Merci encore. Ouais.